foncière au Cameroun. De quoi s'agit-il et pourquoi est-ce que les parlementaires interviennent? Peuvent-ils résoudre le problème foncier au Cameroun? Avec nos invités, nous allons analyser, décrypter les sujets. Pour donc débattre, nos invités sont déjà bel et bien là. Nous allons commencer par accueillir Alphonse Atebandoumou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci d'être là ce soir. Je rappelle que vous avez, vous seul, là, plusieurs casquettes. Je ne sais pas si on dit ancien journaliste ou journaliste, mais vous restez journaliste. Journaliste émérite. Voilà, vous allez le dire. Alors, vous êtes journaliste, mais vous avez préféré aborder, n'est-ce pas, la casquette de chef traditionnel. Bon, je ne sais pas, c'est les titres qui sont avec moi, donc je les porte tous, chacun à son tour. Journaliste, chef traditionnel et tout le reste que vous voulez. Merci. Ok, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec vous, nous allons essayer de voir en profondeur la question foncière au Cameroun, puisqu'il y a un décret qui permet que les chefs traditionnels, n'est-ce pas, procurent ou alors donnent, n'est-ce pas, des titres fonciers ou alors des pré-titres fonciers. Avec vous, nous allons voir cela. Merci d'avoir accepté l'invitation. Également, qui a accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir, Prince. Merci de m'avoir invité. Je voudrais également dire bonsoir à tous mes collègues, à tous ceux qui nous écoutent au Cameroun et dans le monde entier. J'adresse, n'est-ce pas, à tous les panélistes mes salutations. Recevez, mesdames et messieurs, n'est-ce pas, mes salutations. Recevez, n'est-ce pas, toutes mes amitiés, toute ma fraternité. Alors, Gabriel Michel Choudjem, vous êtes de la société civile. Vous êtes quand même aussi enseignant. Oui. Tout à l'heure, après la revue de presse, nous allons un peu aborder un sujet sur l'enseignement et surtout les examens, la correction des épreuves des examens en ce moment. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et également, parmi nous, ce soir, Edmond Bilois, bonsoir. Bonsoir Apollinaire, bonsoir à tous mes copanélistes ici dans ce studio. Bonsoir à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs de Info TV. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes universitaire. Avec vous, nous allons analyser, décrypter les sujets de ce soir. Également, parmi nous ce soir, Christian Noël Kaljop. Vous avez voulu et demandé que j'ajoute Bégué. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Oui, Bégué, parce que c'est mon nom de famille. J'ai voulu que vous ajoutez Bégué. Permettez-moi de saluer un très grand monsieur dans la salle maritime. C'est le chef de la délégation permanente du comité central du RDPC. Et il s'appelle monsieur le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna-Ngalé-Bibé, qui fait un travail formidable pour la gestion et aussi pour l'encadrement des jeunes de cette localité et qui a beaucoup financé l'éducation dans notre communauté. Et grâce à lui, je pense que les jeunes de cette localité sont en train d'aimer l'école. Parce que c'était un peu difficile. Ok, vous parlez donc de Masséna-Ngalé-Bibé, que nous saluons également au passage, parce que dimanche dernier, il y a eu ce grand événement du côté des DEA, l'arrivée d'un nouvel évêque, avec le départ d'un ancien évêque. C'était, n'est-ce pas, la fête de ce côté-là. Et le ministre était également présent parmi les invités. Voilà, merci d'avoir accepté l'invitation. Monsieur Bondé, parmi nous, bonsoir. À Bondo. Bonsoir, Apollinaire. Il faut dire que c'est un immense plaisir de faire le grand soir aujourd'hui avec vous. C'est un privilège de faire la télé avec vous. C'est encore ce que les économistes appellent un avantage comparatif que d'être l'invité d'Info TV. Vous avez du pain sur la planche ce soir. Je voudrais témoigner toutes mes amitiés, toute ma déférence à vos invités que je sais calibrer, que je sais étoffer et reconnaître l'estime que vous avez mise à ma modeste personne pour être parmi les invités de ce soir. Et je voudrais dire bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Merci d'avoir accepté l'invitation, Émile Jean-Jacques Abondo. Vous avez du pain sur la planche ce soir. Nous allons parler non seulement de la question foncière qui est, n'est-ce pas, qui intéresse tout le monde, mais également nous allons parler
de ce décret, ou alors de ce décret fantôme, fantôme, si vous voulez. J'ai admiré votre courage. On en parle tout à l'heure, vous allez voir. Votre intelligence à mettre ce dossier sur la table. Mais ce qui est davantage plus intéressant, ce sont les invités qui vont poser leur voix sur ces dossiers aussi intéressants. Ok, merci. Le RDPC, comme à l'accoutumée, a envoyé, n'est-ce pas, son représentant et surtout son porte-parole sur ce plateau. Cela fait belle lurette, hein? Sa Majesté Patrick Ondondo, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Prince. En bas, c'est comme ça que je vous appelle toujours. Bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aux copanélistes. Mais est-ce que vous avez bien fait de faire venir tous les stars pour cette émission? À la fois, je pense à Alphonse Ateba-Loumou, je pense au professeur Bilowa, je pense à une moindre mesure à Bondo et également à Tudjem. Est-ce que les téléspectateurs, en une seule fois, vous pouviez échelonner, c'est-à-dire que nous faire venir un jour avec d'autres copanélistes, parce que quand nous tous nous retrouvons là, c'est assez... Vous avez épuisé beaucoup de choses là. C'est gros. Oui, c'est très gros. C'est gros. Les sujets sont également intéressants. C'est très gros. Ok. Je ne sais pas, vous ne vous sentez pas à l'aise? Non, non, au contraire, je suis complètement à l'aise parce que c'est mon niveau là. Ok. Oui, parce ok. Ok, merci d'avoir accepté l'invitation. Tout à fait. Et vous pouvez comprendre, hein, moi aussi je suis fier, n'est-ce pas, de vous avoir comme ça. Ce sont des grosses têtes et avec ces grosses têtes, nous allons, n'est-ce pas, décrypter, analyser l'actualité. Mesdames, Messieurs, vous regardez la télévision, c'est Info TV et c'est le grand soir. Nous prenons cette petite virgule et on se retrouve tout juste après en ce qui concerne la revue de presse. A tout de suite. Il est déjà bien installé hein, sur ce plateau. Romaric Nouafeu, bonsoir. Bonsoir Apollinaire Oumba, bonsoir également à vos illustres et invités très prestigieux dans le cadre de cette dernière livraison du Grand Soir sur les antennes d'Info Télévision. J'adresse mes salutations sincères à l'ensemble des téléspectateurs qui font davantage confiance, n'est-ce pas, à ce programme. Vous me permettez de faire un clin d'œil à celui-là qui apprécie d'ailleurs, au-delà du programme Le Grand Soir, d'autres programmes d'Info Télévision. J'ai nommé ici M. André Mbaye-Ranoudi, qui est le coordonnateur national du recensement général pour l'agriculture et l'élevage. Merci d'être là ce soir. Est-ce que vous êtes déjà fait recenser? Apollinaire Oumba, je pense que nous sommes dans le processus. D'abord avec les membres du gouvernement. Nous avons recensé le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Théodore Datour, à sa résidence. Nous étions lundi, si j'ai très bonne mémoire. Et puis le Premier ministre également qui a suivi le pas hier du côté de sa résidence. Aujourd'hui, nous étions avec M. Clément Tangana, le président du Conseil constitutionnel. Et donc il y a une liste de personnalités des ministres du gouvernement qui effectivement vont emboîter le pas ce week-end et pour lundi prochain, le processus suivra effectivement avec les populations. C'est le dossier que vous allez suivre tout au long de ce mois et vous allez nous rendre compte à Info TV, comme vous le faites déjà depuis lundi. Je pense que le président directeur général du groupe La Météo, président directeur général d'Info Télévision, si jamais la confiance est davantage déposée en ma modeste personne, j'accomplirai mon devoir avec beaucoup d'amour. Vous le faites déjà très bien depuis lundi, le commentaire c'est tout juste après. Mesdames, Messieurs, que dit la presse, que disent, n'est-ce pas, les journaux? Voici l'actualité telle que vue et entendue par les journalistes et à travers leurs plumes.
Effectivement, et puisque vous parlez de plumes, Apolline Omba, nous sommes au cœur du tri-hebdomadaire La Météo de Dieudonné Mvon qui nous présente ici en une la caricature du ministre des Transports Jean-Enes Masséna Ngalé-Bibéré en gilet. Et puis le titre choisi effectivement par la rédaction centrale porte sur la sécurité routière, vacances et rentrées scolaires sans accident. L'actualité est décryptée en pages 2 et 3 de ce journal. Le gilet qui veut donc arrêter les accidents. Le ministre des Transports lance du 25 juin au 30 septembre prochain une campagne pour des vacances et une rentrée sans accident. Le ministre Ngalé Bibéré, gilet orange, attention routier sur le dos, prendons le volant de la prévention pour éradiquer ces phénomènes qui interrogent la quiétude des Camerounais. Il mise d'ailleurs sur le symbole fort. Si le bitume respecte dans les arrêtés aussi bien que les usagers, on tient dans la formule. En attendant, on applaudit l'intention et on attache donc sa ceinture. Info Matin, le quotidien de Dieudonné Mvon nous plonge au cœur de l'eau qui coule enfin, ou presque. Le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Loulou Essomba pose donc la première pierre du côté de Minkoua Meyos pour reconfigurer le réseau d'eau de Yaoundé. Une seule mission, tenir la promesse du chef de l'État, son excellence Paul Biya, et desservir Yaoundé 7, soit à Carrefour, Bikok, Bankomo. Il est donc descendu du bureau avec le casque blanc, comme on peut l'apercevoir justement sur la photo. Alors si la pierre de ce 25 juin devient le robinet qui coule tous les jours, on lui décerne dans la médaille du plombier en chef. En attendant, on garde le seau au cas où. Voilà l'actualité majeure effectivement décryptée par la rédaction centrale du quotidien Info Matin dans sa parution de ce jour. Actualité reprise effectivement juste en pied de une du journal Mutation en page 8. Georges Alamboyomo parle de l'eau potable Yaoundé qui cherche le bon réseau pendant qu'on pose donc des premières pierres ailleurs. Mutation dans sa parution rappelle que la capitale est encore en mode recherche. Si trouver dans le bon réseau d'eau était aussi simple que trouver un taxi à l'heure de pointe, Yaoundé serait déjà en spa à ciel ouvert. L'avenir de Zephéran Koloko reste effectivement sur la promesse présidentielle qui coule donc de source. Le 25 juin, le ministre de l'eau et de l'énergie rappelle le journal Gaston Loulou Essomba a posé la première pierre pour reconfigurer le réseau d'eau de Yaoundé au programme. 3 réservoirs, 5 stations, 160 km de canalisation, 30 000 nouveaux ménages raccordés. On passe donc du Pipis Pro qui doit produire 300 000 mètres cubes par jour. Au reste à faire arriver l'eau jusqu'au robinet. Le ministre demande d'ailleurs de l'indulgence pour les désagréments. En clair, les travaux vont couler. On espère que l'eau fera donc pareil après dans les jours à venir. Et puis dans son édition spéciale Info Matin, le quotidien revient effectivement du côté de Nanterre avec ces bonnes nouvelles du Fonds monétaire international qui salue les réformes du Cameroun et lui réaffirme d'ailleurs son soutien. Le ministre des Finances, Louis-Paul Moutazeux, qui a rencontré Zen Zeidan, le nouveau directeur Afrique du Fonds monétaire international. Au menu de ces échanges, amélioration des conditions de vie des populations, gouvernance, transparence dans la gestion publique. Le Fonds monétaire international remet dans le tampon mention bien sur la copie et le Cameroun garde le stylo pour continuer justement les devoirs. Actualité majeure décryptée en page 4 du journal. Le quotidien Info Matin en édition spéciale de ce jour. L'économie de Thierry Ekouti a un titre aussi particulier dans sa parution. Ce qui s'est dit entre Moutazeux et le Fonds monétaire international. Les révélations sont contenues justement dans ce journal qui a choisi ce titre en grande une dans sa parution. En marge donc du forum de Paris sur la dette, Louis-Paul Moutazeux a échangé avec Zen Zeidan du FMI. Il fallait donc aligner les montres sur la dette et la gouvernance. Et puis actualité justement reprise dans ce journal sur cette question. Et puis le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune dans son numéro 13631 parle de l'élection à la francophonie avec l'opération Séduction. Il s'agit de Donald Taberouka, porteur d'un pli fermé de Paul Kagame pour Paul Biya, qui a été reçu par Ferdinand Ngongo au palais de l'Unité. Kigali veut le soutien de Yaoundé pour sa candidate au secrétariat général. Quand la francophonie cherche donc un nouveau patron, les enveloppes voyagent en business class et les canapés du palais deviennent dans des salles de négociation telles que le journal nous le révèle dans sa parution de ce jour. La nouvelle expression effectivement n'est pas en reste quant à cette actualité. L'économie est en péril. Le cri de détresse du GCAM est contenu justement en page 6 de ce journal dans sa parution. Ils se sont réunis le 23 juin dans la capitale économique à Douala. Les patrons sous Célestin Tawamba tirent dans la sonnette d'alarme
d'alarme. Un gouvernement paralysé par l'inertie pendant que le taux de croissance s'embourbe à 3,1%. Quand le patronat sort donc les micros à Apollinaire Ongba au lieu des factures, c'est que l'économie tousse fort. Et lorsque l'économie tousse fort, le carnet de commandes prend le poids. Et puis le jour d'Aman Mana revient effectivement sur Célestin Tawamba qui demande la fin de l'immobilisme. Le président du GECAM appelle l'État à prendre ses responsabilités. Il en a marre de voir l'économie patiner sur place pendant que le temps, lui, il tourne. Mutation de Georges Alain Boyomo revient en grande une ce vendredi avec ces faux billets qui sont en circulation. Nous sommes là en zone SEMAC. Les fausses coupures résistent. La Banque des États de l'Afrique centrale se veut donc rassurante. 2 billets faux sur 100 000 en circulation. Autrement dit, tu n'as plus de chance de trouver un taxi avec la monnaie que de tomber sur un faux. En théorie, il faut donc parcourir les colonnes du journal Mutation pour avoir la pertinence de cette actualité traitée par la rédaction centrale en page 7. Popoli également, dans son numéro de ce jour, revient avec les dessous d'un faux remaniement du côté des Toudi. Le dessin de Niem Popoli, on voit un militaire en colère qui interpelle un homme menotté. Vous avez osé imiter la signature, nommée en son nom, publiée via son média Tam Tam. Et puis la réponse du gars est claire. Allons avec des points de suspension. Est-ce de ma faute si la nature a horreur du vide? J'ai obligé qui à aller où? Double interrogation justement qui trouve réponse dans les colonnes du journal Popoli dans sa parution de ce jour. Il est clair donc au Cameroun, même les fausses dominations finissent par révéler les vraies zones d'ombre et quand le vide est convoqué, tout le monde se renvoie à la signature. Guiba Gatama, nous sommes là à l'extrême nord avec l'œil du Sahel qui revient sur cette enquête relativement au transit du carburant tchadien. À l'extrême nord, les camions citernes font parler la poussière. On fouille le circuit pendant que la route elle-même a l'air en mode off-road permanent. L'ensemble de ces révélations, alors, l'essentiel de cette enquête est à retrouver justement dans les colonnes du journal de Guiba Gatama, l'œil du Sahel, qui a donc choisi ce titre en grande une dans sa parution de ce jour. Apollinaire Ongba pour sortir effectivement de cette revue de presse entre les robinets secs, les faux billets, les faux remaniements et le vrai carburant qui transite. Le Cameroun jongle donc entre tampons du Fonds monétaire international et tam-tam de la rue. Le pays avance, un pas de réforme, un pas de poussière. Vous avez donc du pain sur la planche pour effectivement conduire avec beaucoup de maestria cet échange. Merci à vous, Monsieur Wafa. Alors, après donc une semaine si bien élaborée, que dit le week-end? Le week-end, effectivement, nous sommes appelés à répondre à l'appel de notre devoir, Apollinaire Ongba, celui d'informer, mais alors d'informer juste les téléspectateurs. Vous êtes au courant de la rigueur, mais alors la rigueur avec laquelle le président de ce groupe tient justement l'information traitée, diffusée. Et donc demain samedi, je l'ai dit d'entame, nous allons parcourir les domiciles de ces membres du gouvernement en vue du recensement et il sera question de donner l'information en soirée à l'ensemble des Camerounais qui effectivement éprouvaient une certaine ou manifestaient une certaine réticence quant à ce recensement. Le ton est donc donné par les membres du gouvernement, le ton est donné par le premier Camerounais et on invite les Camerounais effectivement dans leur entière majorité de suivre justement cette logique afin que nous puissions enfin savoir combien nous sommes. Merci. Effectivement. Merci. Vous aurez un mot à dire après. Hein. Lui, il a fini avec sa revue de presse. Vous n'avez pas mis de cravate aujourd'hui, pas de veste. Nous sommes en train de décontracter le vendredi, mais nous restons propres et sereins. Monsieur Wafo, je vous souhaite bon week-end. Au grand plaisir, Apollinaire Ongba, et bonne modération. Merci. Mesdames, Messieurs, à tout de suite pour la suite.
retour sur ce plateau, hein, après donc cette revue de presse. Et nous allons commencer plutôt par le second sujet, à savoir ce remaniement fantôme. Et avant donc ce remaniement fantôme, oui, vous aviez à dire hein, tout à l'heure, lors de la revue de presse très rapidement, Monsieur Chougem. Oui, j'ai retenu beaucoup de choses, n'est-ce pas, dans cette revue de presse qui vient de passer, notamment le titre qui disait que Elundu et Somba matérialisent la promesse du chef de l'État parlant de l'eau à Yaoundé et ses environs. Alors, ma question c'est que si le chef de l'État n'avait pas parlé, ça veut dire que le ministre ne devait rien faire pour que les populations camerounaises aient de l'eau. Et lorsqu'on dit de l'eau à Yaoundé et ses environs, qu'en est-il à Garo? Qu'en est-il à Eboloba? Qu'en est-il à Bafsam? À Bamida? À Bétois? Se focaliser seulement sur Yaoundé, à mon avis, c'est une vue, n'est-ce pas, très limitée. Oui. Ok, ça c'est une question que vous vous posez, mais c'est une politique nationale. Donc ce qui se passe à Yaoundé, nous sommes dans le processus de décentralisation. Donc du côté de l'Est... décentralisation depuis 30 ans, monsieur. Nous n'allons pas faire... Non, c'est pas le débat. C'est pas le débat aujourd'hui. Lorsqu'on va parler de décentralisation, vous allez peut-être encore réagir à ce niveau-là. Merci tout de même d'avoir suivi cette revue de presse. Tout de suite et maintenant, vu le temps, parce que nous allons courir avec 6 invités. Alors, tout de suite et maintenant, donc, nous allons parler de ce gouvernement fantôme dont on parle depuis le début de la semaine. Qui a apporté, n'est-ce pas, ces documents-là avec la signature du président de la République? On parle, n'est-ce pas, d'un gouvernement qu'on devait, n'est-ce pas, lire du côté des antennes de la télévision nationale et également, y compris la nomination d'un vice-président. Je vais commencer par les doyens. Et parmi les doyens, ici ce soir, je vais commencer par Alphonse Atebandoumou. Alors, comment comprendre ce scénario-là? Le président n'étant pas au pays, mais on parle, n'est-ce pas, d'une nomination d'un vice-président avec tout ce que cela comporte. Écoutez, Apollinaire, moi je crois que ce qu'il y a dans cette affaire, c'est d'abord de rendre hommage à l'administration de la CRTV qui a su se tenir face à cette tentative de manipulation et d'infiltration. Je pense que si cette tentative était tombée sur des personnes d'une certaine fragilité, je pense qu'elle aurait prospéré. Il me semble qu'on ne dit pas assez tout le bien qu'on doit dire de la CRTV qui a démontré ainsi que ces mécanismes internes de contrôle étaient assez fonctionnels et opérationnels. Ça, c'est la première chose. Maintenant, après avoir assisté à quelque temps à des reportages journalistiques un peu hasardeux sur l'affaire Martinez-Zogo, après avoir des reportages un peu hasardeux sur le déroulé du procès au tribunal militaire, on a vu les mêmes journalistes qui étaient supposés avoir assisté aux mêmes faits donner des comptes rendus relativement distants les uns les autres, au point qu'on avait l'impression d'assister à la fin du journalisme. Okay? Donc je pense qu'après avoir assisté à cette séquence-là, d'assister à cette nouvelle, donne simplement à mon humble avis, soulève sur moi la question de savoir, non pas que font ceux qui prennent des initiatives hasardeuses, mais comment le Cameroun et les Camerounais sauront se ressaisir le moment venu. Parce qu'il semble bien que les formes d'agression dont le pays est l'objet aujourd'hui ne se comptent plus. Certains par les médias, d'autres par des tentatives aussi subtiles, pour ne pas dire audacieuses, posent simplement la question de savoir comment la collectivité nationale va se comporter face à ces agressions qui nous interpellent. Est-ce que on peut se demander aujourd'hui qu'est-ce qui serait arrivé si les textes avaient été lus avec tous les débordements que cela peut soulever entre les adhérents aux uns, les contestataires des autres? Je crois qu'on allait assister quand même à des moments d'incertitude accumulés. Donc il me semble que ce qui est important aujourd'hui, c'est que la collectivité nationale se pose la question de savoir comment elle va se ressaisir
face à ces agressions qui deviennent de plus en plus subtiles, de plus en plus fines. On les attendait sous la forme de ce que le professeur Moussanga Nyamding appelait le coup d'État scientifique. Maintenant, ils prennent des formes de plus en plus subtiles, de plus en plus incontrôlables, voire incontrôlées. Et il me semble que cela, pour moi, correspond simplement à une interpellation à la collectivité nationale, pour ceux qui s'appellent encore les patriotes dans ce pays. Qu'est-ce qu'ils font face à cela? Parce que voir la signature du chef de l'État, les sceaux de la République se balader de manière aussi incontrôlée, incontrôlable, ne peut ne pas ramener au goût du jour une problématique récente sur les hautes instructions. Vous savez bien qu'on a vu des officiels de très haut rang contester la légitimité des hautes instructions. On a là presque une démonstration magistrale de ce que les hautes instructions pourraient, je n'en ai pas la preuve, par certains moments, ne pas être authentiques ni authentifiées. Une fois de plus, pour moi, cela interpelle les patriotes camerounais, collectivité nationale, sur le fait de savoir que faisons-nous pour remettre nos institutions, notre pays, sur les rails d'une certaine authenticité, d'une certaine légitimité, qui nous protège tous. Parce que si aujourd'hui on peut lire, on a déjà lu des textes avec des fautes d'orthographe graves, on lit d'autres aujourd'hui avec la signature du chef de l'État, des sceaux de la République, détestables, qui se révèlent des fakes. Ou allons-nous, écoutez, Apollinaire, je suis simplement inquiet, angoissé pour le moins, angoissé, et je crois qu'il y a besoin que les Camerounais se ressaisissent pour remettre un peu notre pays, ses institutions, sur des rails d'une certaine sécurité collective. Je crois que de plus en plus, on a des raisons d'être à tout le moins angoissés. Voilà. Alors, professeur Edmond Bulois, vous aussi, vous avez suivi cette actualité-là. Un individu qui arrive au niveau de la télévision nationale avec les documents et tout un gouvernement. Est-ce que l'on n'est pas là dans ce que le doyen disait, que nous sommes là, c'est un coup d'État scientifique qui peut-être est en train de se préparer ou qui se prépare au Cameroun? Bon, mais en tout cas, c'est évident que c'est extrêmement dangereux ce qui s'est passé. Ça augmente notre inquiétude. Nous sommes inquiets quand on voit ce qui se passe et on se pose des questions sur le lendemain. Et donc, cela nous interpelle tous. Ça veut dire que nous devons tous être vigilants. Quant à tout ce qui se passe autour de nous, nous devons être extrêmement vigilants. Si la CRTV n'avait pas été vigilante, on aurait frôlé la catastrophe. Et donc, nous devons faire extrêmement attention. Mais, quoique les responsabilités soient partagées, puisque c'est notre République à nous tous, et nous sommes tous des citoyens de cette République, les responsabilités relèvent surtout des gouvernants. Les gouvernants doivent prendre des mesures pour que ce genre de choses ne se répètent plus. Parce que ils auraient pu passer par des petites radios urbaines, par exemple. J'ai dit « il » parce que je ne sais pas de qui il s'agit. Et je mets « il » au pluriel parce que je me dis que ça peut être difficilement l'œuvre d'une seule personne. Donc ils auraient pu passer par des petites radios urbaines. On a vu ça par le passé. C'est-à-dire que des décisions ministérielles qui n'auraient pas pu être lues par la CRTV ont été lues par des radios urbaines à Yaoundé. Et ça a créé un
grand témoin, n'est-ce pas? Les gens se sont mis à appeler partout, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Est-ce qu'on a annulé, puisqu'on parlait de l'ENAM à ce moment-là, est-ce qu'on a annulé les résultats du concours de l'ENAM? Pourquoi est-ce que ce n'est pas parti à la CRTV? Pourquoi est-ce que c'est allé à la radio X, Y, Z? Bon, parce que, étant donné la possibilité de communiquer rapidement aujourd'hui, si les radios urbaines relaient ce type d'informations, toute la République sera au courant instantanément. Et vous voyez, donc en évitant la CRTV, on peut obtenir les mêmes résultats en empruntant les voix des radios urbaines, par exemple. C'est pour ça que je pense que nous devons humblement prier nos gouvernants de faire le travail, de faire en sorte que ce genre de choses ne se répète plus, parce que ça embarrasse la République. Et les choses sont telles que les autres républiques sont de nature à ne plus nous respecter. Quand les armoiries, les emblèmes de la République se baladent n'importe où, mais il y a un problème. Avec la signature du président de la République. Il y a un très grand Alors, problème. la fausse signature, oui, si vous avec parfois les signatures des hauts responsables, pas seulement la signature du président de la République, la signature des hauts responsables de la République. Donc, des mesures doivent être prises. Mais en même temps, qu'il faut sanctionner, il faut aussi éduquer. Éduquer la masse en encourageant tout le monde à être vigilant. Parce que si les troubles étaient nés de cette tentative de remaniement fantoche, nous tous on serait dans l'embarras. N'est-ce pas? Ce ne sont pas les gouvernants seulement qui auraient été dans l'embarras. Nous tous, nous aurions été, comme M. Dichargem, nous aurions été tous dans la même sauce. Et donc, nous devons être vigilants. Ce n'est pas seulement la sécurité du Cameroun ne relève pas seulement de celle du chef du village. N'est-ce pas? Ce n'est pas seulement le chef traditionnel qui doit assurer la sécurité des citoyens. Tous les citoyens sont responsables de cette sécurité. Elle est collective. C'est ça. Ok. Alors, nous allons prendre Sa Majesté Ondondo, qui, enfin, le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Alors, est-ce qu'on va parler du gouvernement, ou alors des dirigeants de la République, ou alors les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais impliqués dans cette affaire au moment le président de la République et président national du RDPC se trouve hors du pays? Et vous avez vu quel militant du RDPC être impliqué dans cette affaire? J'ai dit, est-ce qu'on peut se poser la question? Ouais. Là, il faut être plus précis. Voilà. Vous savez, mes prédécesseurs l'ont dit, c'est une attitude, c'est un acte d'antipatriotisme, c'est un acte isolé, c'est un acte qui frise, qui frise la folie à la limite. C'est un acte qui frise la folie lorsque, avec les quelques informations que nous avons sur l'affaire, et celui qui est porteur de ce pli fermé qu'il a voulu à tout prix, qui porte son nom. Donc vous comprenez qu'on n'est pas dans une situation sérieuse. Et heureusement, la vigilance au niveau de la CRTV nous a sauvé d'une très belle bévue, et que les autres médias privés, comme vous l'êtes, aient été épargnés, n'est-ce pas, de ce galimatia qui allait entraîner beaucoup de choses. Oui, un véritable galimatia qui allait entraîner. Pourquoi? Parce que si ça passait à la CRTV, les médias privés allaient reprendre ça en écho. Et Dieu seul sait dans quel cafouillage. Surtout que nous sommes à l'attente, n'est-ce pas? Voilà. De ce gouvernement et donc nous sortons effectivement de loin. C'est le moment vraiment il faut louer l'acte de patriotisme, n'est-ce pas, de Charles Ndongo et de Bina et de tous ceux qui sont au travail dans la chaîne CRTV. Et même vous
puisque vous évitez que le pays ne sombre dans le désordre, parce que c'est des actes isolés, c'est des actes de folie, je l'ai dit. Je crois que le Cameroun, c'est un pays sérieux, quelles que soient les attentes que nous avons, quelles que soient les attentes de la population, je crois que on est dans un pays qui est bien gouverné, on est dans un pays qui a un chef d'État qui est là, et on est dans un pays qui a un gouvernement qui est en place, et dont il n'y a pas d'inquiétude. Il faut dire aux uns et aux autres que les ministres travaillent, chacun est en train de travailler à son niveau, et il n'y a pas de raison, n'est-ce pas, de s'inquiéter. Il n'y a pas de raison d'attendre autre chose. S'il y a gouvernement, c'est ça toujours des Camerounais. Ceux qui sont actuellement, ils sont les Camerounais qui travaillent pour le bien de la population. C'est pour cela que, par exemple, lui a les amis. S'ils sont remplacés plus tard, c'est ça toujours d'autres Camerounais qui vont toujours travailler pour le bien, n'est-ce pas, des populations camerounaises. Donc il faut que les gens, que chacun vaque à ses occupations et que on ne puisse pas être entraîné dans une déferlante irresponsable, c'est quelque chose pratiquement d'inédit. Et dans tous les cas, je l'ai dit, ça s'apparente à de la folie. Nous n'allons pas suivre, n'est-ce pas, un fou. Lorsque on dit bien que lorsque vous êtes en train de vous baigner, si vous voyez quelqu'un venir ramasser vos habits, et que c'est un fou, parce que vous êtes dans l'eau, si vous le suivez, c'est vous qui serez taxé de fou. Donc vraiment, n'allez pas nous taxer de fou, Monsieur Prince Omba. Donc ça, c'est un épiphénomène qui est arrivé, et je crois que il faut balayer ça. Il faut balayer ça. Se poser des questions qui peut bien le balayer ça d'un regard ou de la main. C'est quelque chose qui n'a pas sa raison d'être. Monsieur Sudjem, alors, ceux qui sont à l'origine, je ne lis pas dans la boule de cristal, est-ce qu'ils ne sont pas fatigués de voir peut-être les mêmes choses, les mêmes personnes, et se disent, si celui qui doit prendre la responsabilité de le faire ne le fait pas, alors eux ils le font. Est-ce qu'on peut lire cela de cette façon? Je voudrais dire, il y a eu élection présidentielle, le président de la République nous a promis un nouveau gouvernement, bientôt un an, je dis bientôt, même si c'est il y a encore quelques mois là, bientôt un an, rien n'est fait. À plusieurs fois, il y a eu ces promesses-là. Est-ce que les gens n'attendent peut-être pas ce gouvernement-là, ou alors ne veulent pas ce geste, n'est-ce pas, forcer la main au président de la République? Je suis très content de cette question que vous posez pour dire que, vous savez, la nature a horreur du vide. C'est le président Biya lui-même qui a dit, je crois que c'était en décembre dernier, le gouvernement sera fait dans les prochains jours. C'est le président Biya qui l'a dit. Et en bon français, l'expression prochain jour n'excède pas une semaine. Nous sommes déjà à 6 mois, à plus de 6 mois même. Il n'y a pas de gouvernement. Il y a un pays voisin là, du Cameroun, je crois que c'est la RDC ou c'est le Congo, quelque chose comme ça. Un pays voisin où les élections présidentielles ont eu lieu. Moins de 3 mois, il y a eu un gouvernement qui a été formé et qui est déjà en fonction. Le chef de l'État qui a été réélu au terme de cette élection présidentielle au Congo a même fait des visites dans les pays occidentaux où il a signé des accords pour développer son pays. Mais chez nous au Cameroun, on voit plutôt l'inverse. Et je voudrais revenir sur ce que le représentant de RDPC a dit tout à l'heure. Il a dit, nous sommes dans un pays qui est bien gouverné. Ah mais non! Ah mais non! Nous sommes dans un pays qui est bien gouverné et on attend un gouvernement depuis plus de 6 mois qui ne vient pas. On aurait même encore dû fermer les yeux là-dessus si le gouvernement qui est en place faisait l'affaire. Mais que non. Si je ne prends que le cas des enseignants qui attendent le statut. Un pays est bien gouverné lorsqu'il y a remaniement, peut-être à tout moment. Merci. Un pays est bien gouverné, n'est-ce pas, lorsque le niveau de vie des populations est acceptable. Au Cameroun. Y a-t-il un rapport avec le remaniement? Mais bien sûr, mais bien sûr. On espère que le remaniement qu'on attend depuis belle lurette, n'est-ce pas, viendrait changer des choses. Parce que la situation au Cameroun est critique. La situation va chaque jour, n'est-ce pas, de mal en pire. Avec, n'est-ce pas, un taux de chômage qui ne fait que s'élever. Je rappelle qu'au Cameroun, 45% de la population vit avec moins de 1000 francs par jour. Vous voyez, ce qui est inquiétant. Qui vous a donné les statistiques? Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Qui a donné les statistiques? Et puis, je voulais donc ajouter que lorsque le professeur Bilo a dit que les responsabilités sont partagées par rapport à ce gouvernement fantôme qui a failli être élu là, je vais dire que non. La responsabilité, n'est-ce pas, revient à celui-là qui a fait irruption à la CATV
pour donner, n'est-ce pas, ce faux document. Et la responsabilité encore vient aussi, n'est-ce pas, à notre gouvernement, à la plus haute autorité de ce pays, qui met du temps, on ne sait pas pourquoi. La responsabilité au gouvernement? Oui, je dis oui. Qu'est-ce que doit faire ce gouvernement? J'ai commencé par dire que... Monsieur Soudjem, que doit faire ce gouvernement? Monsieur Amba. Le Premier ministre, les ministres d'État, oui, les secrétaires d'État et autres, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Voilà. Ils doivent démissionner. Je voulais ajouter quelque chose. Écoutez, monsieur Amba, le gouvernement doit passer à l'action. Le gouvernement doit travailler. Attendez. Moi, je voulais dire ceci. Oui. Vous attendez le gouvernement. Oui. Est-ce que c'est vous qui avez fait la campagne du RDPC? C'est le RDPC, c'est les alliés qui ont gagné. Donc, si nous ne sommes pas pressés, si nous attendons... S'il vous plaît, n'arrêtez pas le problème. Vous êtes vous mettez encore en difficulté. Non, pas du tout. Écoutez, pas du tout. Je vais vous donner une... C'est nous qui avons plutôt intérêt à ce qu'il y ait un nouveau gouvernement. Monsieur le RDP. Donc, vous n'avez pas passé les élections. On revient même sur les élections. Nous avons fait la campagne, nous avons passé les élections. Et le gouvernement interviendra quand les conditions seront... Quand les conditions seront réunies, il y aura le gouvernement. On écoute Monsieur Soudjem, merci. Monsieur Soudjem, vous avez la parole. Allez-y, Monsieur Soudjem. Ça, c'est un fou. Je vous ai posé. Les Camerounais sont... Alors, revenons sur ma préoccupation. Est-ce que c'est pas un vide? Est-ce que la personne ou ces personnes qui sont à l'origine de cet acte ne se disent pas que nous attendons quelque chose depuis, cette affaire-là n'arrive pas? Oui. Est-ce pas une façon de forcer la main au président de la République? C'est ma préoccupation. Je ne réponds pas l'affirmative. Allons-y. Je ne réponds pas l'affirmative. C'est une façon de forcer la main au président de la République parce qu'il parle, mais on tarde à voir, n'est-ce pas, les actes, le caractère concret de ces déclarations. Je réponds. Et la semaine dernière, sur ce plateau, un compatriote a dit, c'était dans une émission, dans la même émission présidée par votre collègue Jean Jarzé, il a dit, bon, je ne suis pas d'accord avec lui, mais il y a des arguments pour ça. Il dit bien, le Cameroun fait la honte de l'humanité. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais il y a quand même, n'est-ce pas, des arguments qui peuvent soutenir cela. Il dit, le Cameroun fait la honte de l'humanité. C'est ça, autant des actes pareils qui amènent les Camerounais à dire cela. Vous voyez, comment c'est un peu comme si je suis sur le panel, je suis sur le plateau, hein? Je me mets, n'est-ce pas, peut-être à insulter mon collègue, et vous laissez faire. Mais je sais que vous n'êtes pas un bon modérateur. Tout à fait. C'est un peu comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais nos dirigeants se comportent comme si tout allait, n'est-ce pas, dans le meilleur des mondes possibles. Ok. Merci. C'est ça. Monsieur Kal-Diop, comment interpréter cet acte-là? La République est calme. Le président de la République est à l'étranger pour un court séjour privé, mais derrière, il y a donc ce gouvernement ou ce remaniement fantôme, heureusement, qui a été stoppé. Comment analyser cet acte-là? Oui, moi je vais déjà une fois de plus saluer la CIATV parce que vous savez, la CIATV a joué un rôle déjà dans cette tentative de coup d'État de 84. Vous vous souvenez que c'est grâce à la CIATV. La CIATV a joué un rôle vraiment important pour que nous ne soyons pas là. Donc cela montre à suffisance combien la CIATV, combien la chaîne nationale a une importance capitale. Et ce problème que vous exposez donne lieu à la sécurisation de nos documents, parce que quand on parle de sécurité, on parle de confidentialité, on parle de fiabilité, on parle du principe de non-répudiation. Donc chacun, le véritable problème aujourd'hui, on s'interroge, on se pose la question, si la CIATV lisait ce document, est-ce que nous serons aussi sur ce plateau? Le problème de la sécurité incombe tous les domaines et tous les citoyens. Chacun devait faire son rôle à son niveau. Mais si aujourd'hui nous avons un État où le contrôle devient souvent, je peux dire, on cherche à tête chercheuse, on cherche à dire telle ou telle personne. On vous explique que pour que un pays puisse se développer, il faudrait que chaque acteur puisse jouer son rôle. Aujourd'hui, nous parlons d'une tentative de coup d'État. Nous devons condamner avec la plus grande énergie cette tentative.
pour dire que, et il faudrait que la justice puisse saisir de cette affaire et que les responsabilités soient établies. On puisse nous dire en quelque sorte la vérité de cette affaire. Parce qu'on s'interroge, on peut se poser mille et une questions, mais tant qu'il n'y a pas encore, nous attendons la communication officielle par rapport à cela. On doit savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé parce qu'on a une version, on a plusieurs versions, on a même, vous savez, avec l'augmentation et le niveau, la montée exponentielle des nouvelles technologies de l'information et la communication aujourd'hui, et on voit que il y a même certains documents où on a même changé le nom du vice-président partout. On peut dire qu'aujourd'hui, le vice-président qui voulait être là, c'est M. Omboa. On pourrait même changer. Donc, c'est devenu facile. Donc, le problème primordial, c'est que nous devons élever le niveau de sécurité de nos documents officiels. Et là, maintenant, les pouvoirs publics doivent se dire qu'aujourd'hui, on ne va pas parler de l'intelligence artificielle, de la digitalisation comme si c'était une chanson. Nous tous, nous devons nous mettre à l'intérieur parce que ça touche tous les domaines. Il n'y a pas un seul domaine qui sera épargné. Et cette montée-là va toucher et nous serons toujours confrontés à ces genre de situations où on vient là, on dit que voici une décision du directeur d'Info TV qui nomme telle personne à tel poste. On publie ça comme ça. Et parfois, si on vient vous donner votre collègue, parce que dans la sécurité, il y a la confidentialité. Est-ce que les documents, maintenant il y a le principe de fiabilité. La personne qui vous remet, si c'est votre collègue qui veut faire du mal, il vous dit, et voici une information. Parce qu'il y a la primeur de l'information. Les journalistes veulent être les premières personnes à donner l'information. Parfois, le contrôle devient parfois minime comme ça. On n'a pas le temps de contrôler. Maintenant, quelle est la source? C'est pour cela qu'on a le problème de fiabilité. La source, quelle est la source qui devait nous donner tel type d'information? Il faudrait vraiment avoir, moi je tire encore un coup de chapeau à la CATV, c'est la deuxième fois vraiment qui nous évite un peu une catastrophe naturelle. Ok. Émile Jean-Jacques Bondo, vous êtes analyste sociopolitique. Depuis le début de cette affaire, certainement, vous avez déjà analysé, vous avez remué, vous avez essayé de comprendre. Peut-être avec vous, on peut mieux cerner de quoi il est question. Est-ce un laxisme quelque part? Si oui, d'où et de qui? Comment comprendre que des documents sont signés, je dis bien signés, par le président de la République, avec la signature du président de la République, et se retrouvent à la télévision nationale pour être lus? Apollinaire, je refuse de valider que je suis le moins capé du plateau, encore moins que je suis le plus capé, parce que généralement on donne souvent la parole aux plus âgés, certainement aux plus sages. Il y a tellement d'hommes étouffés sur ce plateau, ils ont tellement dit des choses qu'il n'est pas aisé de prendre la parole après eux. Mais puisque vous évoquez un fait saillant, un phénomène socio-anthropologique, un phénomène humain, écoutez, la première interrogation qu'on se pose, où se trouve le pouvoir? Où se trouve le pouvoir? Qui se balade avec le document? Deuxième interrogation, quel est le contenu? C'est vous qui dites en journalisme que les faits sont têtus et sacrés. Quel est le contenu du document que nous commentons et pourquoi nous le commentons? Vous voyez. Troisième chose, écoutez, avec Sa Majesté Ondondo, on a l'habitude de faire des communications tant à la CATV que partout. Vous êtes un média sérieux, dites-moi, pour entrer ici à Info TV, il y a quand même des paramètres. Vous croyez qu'un vulgaire individu, moi j'ai été à la CATV, que ce soit la CATV radio, que ce soit la CATV télé, quand vous entrez, quand vous vous présentez au portail, on demande votre carte et on demande ce que vous êtes venu faire et on consigne cela dans un document. Dites-moi, un individu entre à la CATV télé, il entre, vous dites que le service de sécurité est bon. On a apprécié la CATV tout à l'heure. Moi-même, je décris le phénomène. J'apprécie la CATV, mais pas à ce niveau. Parce qu'on peut certes apprécier la CATV, mais sachez que lorsque vous êtes en train d'apprécier la CATV, vous n'appréciez pas aussi la CATV au niveau de sa posture sécuritaire. Parce que la sécurité était poreuse. Alors, nous commentons quoi? Nous nous adressons à quoi? C'est qui? Au village, on me dit toujours qu'on ne parle que des gens importants. Mais écoutez, on n'arrive pas à prononcer ce nom. On n'arrive pas à décliner le contenu. Et c'est la raison pour laquelle on se demande qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que le pouvoir est dans la rue? Est-ce qu'on se balade comme ça avec les documents confidentiels? Je suppose que sur ce plateau, tout au moins
en 1982, on était déjà tous nés. Et on a vu comment les décrets allaient à la radio. C'était escorté par des autorités et des gens connus. Mais dites-moi qui escortait ce document pour qu'on puisse en parler sur ce plateau. Mais dites-moi, Sa Majesté Ndondo a utilisé une expression, c'est un épiphénomène. Vous voyez, c'est un épiphénomène. Et rester focus dessus traduit quand même quelque chose. Parce que vous voyez, c'est Hegel qui disait que toute philosophie est fille de son temps. Chaque fois que vous avez un événement, il y a toujours un intérêt didactique, pédagogique, et même axiologique à retenir au-delà de du fait qu'on combat le phénomène. Vous voyez, la méthode, le mécanisme, et même l'initiative utilisée et querellée, c'est rejeté par tous. Mais dites-vous bien que ce mécanisme, on peut appeler ça un avatar. Vous voyez, cet épiphénomène nous amène à comprendre qu'il y a une lassitude. Nous sommes dans la lassitude du simple fait que, non seulement le président Paul Biya avait dit que les uns et les autres, il avait dit que ce qui est bon pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres. Vous comprenez? Mais il avait dit le 6 novembre que le gouvernement va arriver dans les prochains jours. Dans la tête des gens, ça pouvait même être un comédien. Dans la tête des gens, il est question que le prochain jour soit opérationnel ou alors effectif. Quelqu'un nous a Mais dit, maintenant, le prochain jour se sont transformés en semaines, les semaines en mois. On évite que ce soit transformé en année. C'est pas pour quereller le timing, mais il faudrait dire que la population a reçu une promesse, elle attend. Mais les uns et les autres se servent de cette sensibilité de la population qui attend pour créer des épiphénomènes, pour créer un petit cinéma, pour créer, je dirais, j'appellerais ça un imbroglio. C'est un désordre. Au point où on a envie de se demander où se trouvent les institutions. Et de ce point de vue, si réellement cette affaire est si sérieuse, première question, on pourrait se poser une question qui relève de la criminologie, à qui profite le crime. Mais si ce crime pourrait éventuellement profiter à quelqu'un, où est la communication étatique? Vous voyez. Pourquoi il n'y a pas de sortie? Si il est vrai que les médias, comme vous le faites, prennent cette affaire au sérieux, il faudrait qu'il y ait au moins une sortie gouvernementale pour assurer. Et pour se dire que nous maintenons et nous maîtrisons la BAC. Autre phénomène par lequel nous sommes tous courus, c'est que cette affaire nous amène aussi à comprendre que on a souvent eu l'habitude de parler du quatrième pouvoir au sein de l'État, qui n'est pas encore institutionnalisé, mais qui existe. Ce quatrième pouvoir, c'est la communication. Vous voyez, la communication. Et vous avez pu comprendre que si le pouvoir étatique n'est pas en synergie, en osmose et en symbiose avec le quatrième pouvoir, le pouvoir de la communication, si la communication n'est pas maintenue ou alors habitée par des gens professionnels, outillés, aguerris, et épris de l'implémentation de la déontologie et d'une éthique, beaucoup de choses se seraient passées et on serait en train de dire plus d'une chose qu'on n'aurait pas pu dire aujourd'hui. C'est à ce niveau que nous félicitons justement le fait que cet individu, l'a-t-on appelé lambda, qui a pu entrer avec une extrême facilité à l'enceinte de la CRTV, s'est retrouvé au bureau le plus élevé qui pourrait être la cime de la CRTV à l'instant. Et fort de ce qu'en ce moment, il y avait un professionnel, on peut se féliciter de ce que le Cameroun a pu rater, ce que vous appelez gouvernement fantôme. Et que, je crois que, à terme, ce qu'on devrait retenir, c'est qu'il y a des fantômes partout. Ok. Et s'il y a des fantômes partout, le Cameroun refuse l'existence de tels fantômes qui s'amusent avec l'État, mais surtout l'autorité politique d'État. Merci. Merci à vous, Monsieur Abundo. Et personne n'a dit que vous étiez
le moins capé hein, sur... Non, c'était juste... Si vous avez compris, c'était les deux extrêmes. L'humilité. Merci. Vous savez, lorsque nous modérons les émissions, le débat, on passe la parole en dernier à celui-là qui a, n'est-ce pas, le plus capé, qui est plus capé. Voilà la chose dans voilà, merci pour bien. dire que qui suis-je. Alors, Sa Majesté, hein, j'en ai deux sur ce plateau, Alphonse Ateba Ndoumou, nous allons jeter un autre regard. Les qui peuvent être à l'origine de cette affaire et pour quel but? Ben, moi, je ne fais pas de prestigitation, je ne sais pas lire dans les boules de cristal. Ce qui me semble Parce qu'on disait une majesté. c'est que nous assistons on voit aussi beaucoup de choses. Ce que moi j'appellerais un conflit de temporalité. C'est-à-dire le temps de l'État et le temps de l'opinion sont à conflit. Parce que justement, il y a une promesse qui a été faite, qui a provoqué des attentes. Lesquelles attentes peuvent entrer en conflit avec le temps de l'État. Et il faudrait, tout en minimisant le phénomène, prendre quand même en compte le fait que cette affaire-là est révélatrice d'un conflit de temporalité. Il y a une impatience qui s'exprime par cette voie-là. Parce qu'il faut bien se dire que la stabilité de l'État était incarnée par le chef de l'État et lui seul. Il n'y a pas de stabilité de l'État dans les démembrements opérationnels de l'État. Et je crois que c'est une mauvaise habitude qui consiste à croire que la stabilité de l'État, c'est lié à l'homme du gouvernement. C'est le chef de l'État qui incarne la stabilité. Dès lors qu'il est stable, on peut relativement, dans ce que Schwarzenegger appelle la société du spectacle, donner à l'opinion le moyen de s'accrocher aux événements. Parce que quand ça dure avec des ministres qui font 20 ans, au même poste, il faut quand même admettre qu'à un moment donné, que cela suscite un certain nombre d'interprétations hasardeuses, surtout lorsqu'une promesse a été faite. Donc, à mon humble avis, la première indication que l'on peut tirer de cet incident, somme toute périphérique, c'est qu'il y a quand même un conflit de temporalité entre le temps de l'État qui aime à prendre son temps pour mettre en route ses processus, et le temps de partenaire de l'État, qu'est l'opinion générale, qui lui manifeste une impatience qu'il me semble utile aujourd'hui de prendre en compte pour que éventuellement on relance la machine. Parce que vous savez que dans cette affaire-là, tout est un problème de perception. Vous comprenez? Majesté a dit tout à l'heure que le gouvernement était au travail. Ça, c'est incontestable. Personne ne peut le démentir, sauf que l'opinion qui est le partenaire du gouvernement dans la conduite des affaires communes peut avoir à un moment donné l'impression de s'enliser, de stagner. Et on ne peut pas s'en tenir à leur dire que le gouvernement est au travail. Je pense qu'il est bon qu'aujourd'hui on prenne en compte le fait que la temporalité de l'État, qui a tout son temps avec lui, entre aujourd'hui en conflit avec la temporalité du partenaire de l'État, qu'est la société commune, laquelle aujourd'hui est impatiente de voir la machine repartir, ne fût-ce que par un léger lifting qui donnerait l'impression, même si c'est un jeu de chaise musicale, mais enfin, qu'on ait l'impression que quelque chose bouge, Autrement dit, la rengaine sur le rétrécissement du chef de l'État trouve à s'enrichir de ce type d'attente parfois injustifiée. Je pense qu'il y a là véritablement un problème de communication parce que dans la modernisation de l'administration, il vaut mieux trouver une temporalité différente qui donne à penser que la machine bouge et qu'il y a une dynamique derrière. Ok. Si la machine bouge, je ne sais pas si vous êtes d'accord, hein, professeur Biloua, lorsqu'on sait que depuis quelque temps déjà, il y a quand même un souci de croire aux hautes instructions qui venaient, n'est-ce pas, tout le temps, du côté de la présidence. Et lorsqu'on fait encore une autre lecture récemment, lorsqu'on revoyait les textes à l'Assemblée nationale,
et le sénateur René Zengele, qui n'était pas d'accord, qui a fait une sortie et qui se disait il ne comprend pas la précipitation avec laquelle cette affaire s'est déroulée. Est-ce que les décisions ou d'autres autres instructions peuvent encore être crédibles avec tout ce que nous vivons là? Est-ce qu'on ne donnerait pas raison également à Zengele, René Zengele, qui se posait cette question, pourquoi cette précipitation? Au moment où le sénateur René Zengele a posé cette question, beaucoup de gens avaient pensé que c'était une mise en scène ou que c'était une machination. C'est maintenant qu'on se rend compte que la question du sénateur René Zengele avait tout son sens. Parce que, en fait, il se posait la question de savoir pourquoi on était si pressé d'adopter ce texte-là. Quelle en était l'urgence? Et aujourd'hui, après les promesses du président de la République, le 31 décembre 2025 et le 10 février 2026, on constate qu'on n'a toujours pas nommé de vice-président. Et on se demande si le sénateur Zengele n'était pas un visionnaire. Un prophète. Pourquoi était-il nécessaire d'adopter le texte si rapidement, alors qu'on aurait pu l'adopter à des sessions parlementaires ultérieures? Très bien. Très bien. Vous voyez. Donc, ce sont autant de questions qu'on doit se poser. On doit aussi se demander, après ce qui s'est passé à la CRTV, pourquoi il n'y a pas de communication officielle sur la question? Dans la Bible, on dit « Mon peuple périt » Faute de connaissance. Faute de connaissance, c'est-à-dire faute d'information. Vous savez qu'on communique peu au Cameroun. Hein? Mais et apparemment, justement, il se pourrait que pour être longtemps au gouvernement ou dans un poste, il ne faut pas trop communiquer. Il ne faut même pas faire des sorties. Pour maintenir sa longévité? Peut-être pour maintenir sa longévité. Et maintenant, qui va, n'est-ce pas, faire cette sortie-là? Le président de la République. C'est une très mauvaise idée de ne pas communiquer. Parce que la communication a pour objectif d'informer le peuple, d'informer les citoyens, et ce faisant, de les éduquer. Parce que plus les gens seront éduqués, plus la masse critique du pays va croître, moins on aura des tentatives de ce genre. C'est ça. Parce que si le peuple n'est pas éduqué, la masse critique de la République ne peut pas croître de manière exponentielle. C'est pour ça qu'on vous dit que même dans les pays où on a des ressources matérielles ou financières énormes, que ces pays-là ne sont pas développés. Parce que pour les économistes, l'indice de développement, c'est le niveau éducatif. C'est ça. Quelle éducation peut-on avoir quand l'information ne circule pas? Il est crucial que le gouvernement communique sur cette affaire. Ça va éduquer les Camerounais. Les Camerounais vont comprendre ce qui s'est passé. Et chacun dans son environnement, dans son contexte, va commencer à être vigilant. Du plus petit Camerounais au plus grand des Camerounais. De celui qui s'occupe de la maintenance, en passant par les cadres moyens jusqu'au cadre supérieur. C'est extrêmement important. La dernière chose que je voudrais dire sur ce tour de parole, c'est qu'on a l'impression que la République s'est arrêtée. On a l'impression que la République s'est arrêtée. C'est-à-dire, et
l'impatience des Camerounais peut s'expliquer de cette façon. Quand vous allez dans les administrations publiques, les démembrements de l'administration publique, vous avez l'impression que les gens attendent quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne voit pas beaucoup de décisions qui sont prises. Ce n'est même pas une expression, c'est la réalité, professeur. Bon, je fais attention, parce que quand je n'ai pas de preuves, je fais attention. Si vous le dites déjà, c'est que... Bon, et donc, Il y a quelque chose. on a l'impression que les gens attendent quelque chose. Professeur, si vous ne le comme dites pas... comme dans l'œuvre de Eugène Ionesco. Non, je vous... En attendant Godot. On attendait Godot, Godot n'est jamais venu. Et donc, on a l'impression qu'il y a une démobilisation. Il y a une démobilisation. Et essayer de faire comprendre aux Camerounais moyens qu'on est en marche. Il va vous dire, mais on est en marche. Est-ce que vous voyez que quelque chose bouge? Essayez de faire comprendre aux Camerounais moyens qu'on n'est pas immobile. Il va vous dire, mais vous ne voyez pas les autres républiques où les choses bougent constamment. Très bien. Bon, donc, en réalité, quand je dis que les responsabilités sont partagées, c'est-à-dire que les gouvernants doivent faire leur travail, le peuple doit aussi faire son travail. Nous, qui sommes plus ou moins éclairés, hein, et je le dis humblement, nous avons la responsabilité de rappeler aux gouvernants que quand on observe le monde entier, on voit comment les gouvernants se comportent ailleurs. Okay. Pourquoi ici les gouvernants ne se comportent pas comme ça? Pourquoi les gouvernants ne se comportent pas comme ça? Merci. Donc voilà ce que je voulais dire pour l'instant. Merci. C'est ce que vous avez dit. Sa Majesté, il y a donc quand même, est-ce qu'il n'y a pas une crise véritable au Cameroun lorsque on arrive à ce niveau? Le professeur le disait, peut-être avec mettant beaucoup de gants, les gens sont en attente, je peux lui dire. Nous, lorsque nous faisons des investigations, vous allez là en route, et même vous allez dans les bureaux, c'est tout le monde qui vous dit qu'il attend. Il attend quelque chose. Qu'est-ce qu'on attend? On attend peut-être un remaniement, parce qu'avec peut-être les nouveaux ministres, les choses peuvent changer. Je vous pose la question, est-ce que à cette allure-ci, l'on peut encore faire confiance aux hautes instructions qui viennent, n'est-ce pas, du côté des Toudis, parce que cela fait quand même quelques années que l'on a commencé à décrier ces hautes instructions. Est-ce que ce gouvernement fantôme ou ce remaniement fantôme n'était pas également des hautes instructions? Là, c'est le piège que vous tendez. Vous tendez un piège, un gros piège. Les journalistes sont terribles. Vous tendez un piège. Sachez que vous attendez un gouvernement, peut-être parce que vous avez dans votre famille quelqu'un qui va être nommé, ou vous-même vous pouvez être nommé. J'ai l'impression que... Oui, mais je vais vous dire parce que nous qui n'attendons pas, voilà. Non, ça et qui risquons d'être nommés. Non, Sa Majesté, il y a une chose qui est réelle. Je vous dis, c'est psychologique même. C'est psychologique même. Autre petite chose, lorsque on a changé les deux présidents du Parlement, du Sénat et de l'Assemblée nationale, il y a eu comme un souffle nouveau. Et auprès des gens, les gens se disaient oui, les choses avancent. Et c'était comme un soulagement. Et comme le dit le professeur, les gens attendent certainement quelque chose. Ma question, elle est là. Vous n'allez pas me dribbler à ce niveau. Oui. Ce gouvernement au remaniement fantôme, vient-il, n'est-ce pas, provient-il des hautes instructions? Doit-on continuer à faire confiance à ces hautes instructions? Non, je crois que ce qu'il faut peut-être faire expliquer aux Camerounais, c'est que au niveau du sommet de l'État, il y a une sorte de, il y a l'équilibre, n'est-ce pas, un équilibre géostratégique qui est adossé,
qui est adossé, n'est-ce pas, à la composante sociologique du Cameroun. Tout à fait. Oui, à l'équilibre régional, au sommet de l'État. Donc, dès lors qu'à ce niveau, l'équilibre est fait au niveau des 4 ou des 3 ou 4 ou 5 postes stratégiques au niveau du sommet de l'État, tout part de cet équilibre qui est en réalité, qui fait partie, n'est-ce pas, de la base, effectivement, de notre État. Et ça continue certainement par le gouvernement. Mais si vous savez qu'au niveau du sommet de l'État, il y a déjà cet équilibre de la composante sociologique, c'est d'abord quelque chose de fondamental. Maintenant, en ce qui concerne le gouvernement que tout le monde attend, que tout le monde appelle de ses voeux, le gouvernement, je crois que lorsque les conditions seront certainement réunies, le gouvernement sera là. Et si le gouvernement n'est pas encore là, c'est parce que les conditions ne sont pas encore réunies. Et c'est pas moi qui fais le gouvernement, mais c'est celui. Les conditions ne sont pas encore réunies. Oui, les conditions ne sont pas encore réunies. Est-ce que vous savez que pour faire le gouvernement, il faut s'assurer que il n'y a pas les hommes. Il y a les hommes. Il n'y a pas la matière. La gouvernance du Cameroun, quelle a été-elle ces 4, ces 5 dernières, ces 10 dernières années? Ah, on est encore. Est-ce que ça ne va pas... Attendez, est-ce que ça ne va pas influencer le gouvernement? Des affaires, certaines affaires de justice au Cameroun, est-ce que ça ne va pas influencer le gouvernement? Il faut faire extrêmement attention. Il faut faire extrêmement attention, je vous assure. Nous parlons parce que vous nous avez posé la question, mais je crois qu'il faut que vous, en tant que responsable de médias, que vous sachiez que la confection d'un gouvernement reprend un certain nombre de critères, un certain nombre de conditions. Celui qui veut le gouvernement, il nomme des gens, il attend un certain nombre, il attend des résultats. Lorsque je vous nomme quelque part, j'attends des résultats. Lorsque j'estime à ce moment que les résultats que j'attends ne sont pas bien, ne me satisfont pas, alors à ce moment-là, je vous démène, n'est-ce pas, de vos fonctions. Vous comprenez un peu. Et je crois que il faut donc tenir compte effectivement de tout ça, et il faut tenir compte de ce qui se passe, sur le plan interne, du Cameroun. C'est la raison pour laquelle la seule chose que nous pouvons vous dire, c'est que quand les conditions seront réunies, le gouvernement sera là. Même dans 100 ans. Même dans 100 ans. Lorsque tout sera réuni. Oui, lorsque les conditions seront réunies. Oui, le gouvernement sera là. Les Camerounais doivent donc comprendre qu'il y a des conditions qui manquent encore. Oui, puisque vous demandez la parole, nous sommes en train de vous sortir de ce sujet. Ce sont autant des arguments, autant d'arguments que je qualifie de légers, de minables. Là. Non, apportez donc des arguments plus lourds et plus consistants. J'y suis. Quand les conditions seront réunies. Donc c'est parce que les conditions ne sont pas réunies que les enseignants passent déjà 40 ans, 50 ans à attendre la signature de leur statut particulier. Que les enseignants passent des décennies à attendre en ce qui concerne la signature en ce qui concerne les enseignants, c'est mon temps de parole. Oui, attendez, en ce qui concerne les enseignants, vous n'allez pas dire quelque chose qui n'est pas vrai. Vous allez faire parler que il y a de cela 2 ans. Il y a de cela 2 ans. Non, les revendications des enseignants. Attendez votre parole. Alors, merci. Merci bien, merci. Non. Mais vous l'avez dit. Calmez-vous donc. Calmez-vous donc. Mais je dois vous dire que vous voulez passer un temps de qui? Non, s'il vous plaît. Vous voulez mentir. Non, s'il vous plaît. Monsieur Sudjem, vous voulez mentir. C'est vous qui vous avez invité. Vous voulez mentir sur le plateau. Vous m'écoutez. Merci. Merci. Le menton, il va pas. Ok, merci. Ok. Vous reprenez la parole. Voilà. Vous développez le pas. Ok. Allez-y. Ok. Prenez. Allez-y, monsieur. Monsieur Sudjem. Chacun parle en Monsieur Sudjem. Ok. Nous avançons. Merci. Ok. Merci. Alors, je disais donc que quand mon frère dit que c'est quand les conditions seront réunies qu'il y aura le gouvernement, ainsi de suite. Alors, ma question est donc simple. Donc, c'est parce que les conditions ne sont pas réunies, et ça, ce n'est qu'un pan, n'est-ce pas, de l'actualité nationale. C'est parce que les conditions ne sont pas réunies que les enseignants passent des décennies sans avoir le statut particulier signé.
de dessiner sans avoir, n'est-ce pas, le Forum national de l'éducation. Et tout le monde voit comment... Je suis à côté d'un professeur, M. Billois, vice-recteur. L'éducation au Cameroun, n'est-ce pas, est en décrépitude. Ok. Et nous le disons chaque fois. Vous l'avez dit. On ne le cache pas. Vous avez fait cette virgule-là. Oui. C'est pas le sujet. Voilà. Vous avez fait cette virgule. Voilà. Maintenant, nous avançons sur le sujet. Oui. Alors, l'équipe peut tirer, n'est-ce pas, ces ficelles. Dans l'ombre. Et dans quel but? C'est la préoccupation. Oui. Nous avançons vers Voilà. là. Alors, qui sont ceux qui peuvent tirer ces ficelles? Mais ce ne sont que les Camerounais. Ce monsieur qui a fait instruction à la CATV, c'est un Camerounais comme vous et moi. J'ai apprécié, n'est-ce pas, mon vis-à-vis lorsqu'il a décrié, n'est-ce pas, le système de sécurité qui est en cours au niveau de la CATV. Ça, c'est le système de sécurité est poreux. Il faut décrier ça. Il faut le dénoncer et le condamner. Vous voyez? Certes, si votre collègue Bina est à féliciter, n'est-ce pas, pour son professionnalisme, il faut d'abord décrire, n'est-ce pas, la genèse du problème. Parce que si le système de sécurité était n'est-ce pas, bien fait, il ne serait même pas entré. On aurait tout d'abord identifié. Et Identifié. vous voyez? Vous voyez? Donc il faut décrire cela. Alors, je vais donc ajouter que, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon frère du RDPC me demandait où je tire mes sources. Mais les sources sont légion. Les sources sont connues. Lorsque un Camerounais va, n'est-ce pas, publier un gouvernement fantôme, ça découle également, n'est-ce pas, de la lassitude. Écoutez, monsieur le prince Omba, c'est pas moi qui ai dit que la longévité, n'est-ce pas, est chrysogène. La longévité, pas seulement au niveau, n'est-ce pas, la présidence de la République, la longévité partout. Même chez les journalistes, partout. La longévité est chrysogène. La longévité ne permet pas le développement. Les gens en ont marre alors. Les gens en ont marre. Il faut le dire à haute voix. Ok. Voilà le professeur qui a dit tout à l'heure que dans beaucoup Laissez le professeur. Non, allons-y. Ok. Dans beaucoup d'administrations, on voit comment les choses évoluent, mais à la traîne. Ok. Vous voyez? Vous l'avez aussi constaté. Mais c'est flagrant. Ok, vous dites que si vous le constatez. C'est flagrant. Vous constatez cela. Vous voyez? Et l'une des causes, n'est-ce pas, qui entraîne également ça, n'est-ce pas, il y a cette pauvreté dans laquelle les Camerounais vivent. Les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les Camerounais de la campagne comme ceux de la ville. Je voulais dire à mon frère du RDPC, lorsqu'il me demandait mes sources, que c'est pas moi, c'est le Minepat qui disait dernièrement que le Minepat disait que 10 millions de Camerounais ont atteint le seuil de pauvreté. Voilà les sources. Oh. Vous comprenez? Quand? L'Institut national de la statistique a dit que 74,6% des Camerounais sont restés en chômage en 2024. Voilà les sources. Ok. Crédible. Nous restons donc. Nous restons bon maintenant. Maintenant, la personne. Vous avez dit que vous mais la avez personne dit qui a apporté, n'est-ce pas, ce document, Oui. est-ce que c'est cette personne-là aussi comme vous et moi? C'est-à-dire, n'est pas de la haute classe et peut-être de la basse classe comme nous autres. Et puis, il y a même autre chose qu'il faut essayer de voir dans cette affaire-là. Est-ce que même ce ne sont pas les responsables de la CATV qui auraient, j'ai pas le condition, qui auraient même, n'est-ce pas, monté, n'est-ce pas, ce coup? Merci. Est-ce que ce n'est pas la présidence de la République qui aurait, n'est-ce pas, monté ce coup pour juger, n'est-ce pas, de l'opinion des Camerounais? Ah. Il faut prendre tout ça en compte. Ok. J'ai pas le conditionnel. Ok. Il faut prendre tout ça en Bon, compte. ok, merci. Je vous donne 45 secondes. 45 secondes. En fait, moi, je voulais dire que lorsqu'il voulait tirer sur les anciens, je lui ai dit que c'est faux, qu'il ne faut pas mélanger les choses. Pourquoi? Parce que il y a de cela 2 ou 3 ans, en 2022, les anciens ont posé une série de revendications et il y a une série de mesures qui ont été une batterie de mesures. Nous faisons partie de ceux qui ont fait des propositions et que le gouvernement a commencé à régler les problèmes des anciens. Donc, c'est quelque chose. Faut pas toucher et croire que vous allez manipuler les anciens de cette façon. Ils ne sont pas manipulables. Merci. Des problèmes ont été Vous avez dit, vous avez respecté oui. vos 45 secondes. Alors, je vais vous passer la parole en dernier, hein, vous allez voir. J'ai pas de problème. Vous aurez, n'est-ce pas, cette parole-là. Pas de problème. Mais Christian Noël Kaljop Bégué, vous aimez bien cela. Alors, pourquoi est-ce que l'on peut faire, n'est-ce pas, venir lire un gouvernement que le président de la République ne connaît pas? C'est pourquoi? Je ne peux pas répondre à cette question parce que... Et ça renvoie à quoi? Est-ce un coup d'État?
Non, c'est une tentative de coup d'État. Mais je vais un peu revenir. Vous savez, la méthodologie que je parle sur le concours du professeur, qu'il utilise souvent, on utilise, même le président Biya utilise souvent cette méthodologie lorsqu'il veut expliquer quelque chose. Ou il dit d'abord ce qui a été fait, les limites de ce qui a été fait. Ensuite, donner les propositions. C'est cette méthodologie que moi j'aime beaucoup dans la prise de parole. Bon, quand quelqu'un dit rien n'a été fait, pour moi, comme le monsieur est en train d'expliquer, ça me dérange un peu. Pourquoi? Parce que les revendications des enseignants étaient résumées, je peux prendre cette parenthèse, en 3 grands points. Oui. Il y avait le statut spécial des enseignants, attendez, oui. Donc, le statut spécial des enseignants, oui. Le traitement rapide des dossiers de carrière, oui. Et le statut spécial d'enseignant, le forum national d'éducation. Non, ce n'était pas le forum. Les avancements qui ont donné lieu à tout ça. C'est APS, on a cru sous OTS. Le statut spécial des enseignants. Qui reste, oui. Oui, on a donné le traitement rapide des dossiers. Qui est encore en cours, oui. Maintenant, les mesures du gouvernement et le paiement des faits liés aux examens officiels. Et aux avancements. La dernière réunion qui a été présidée par le ministre secrétaire général auprès du Premier ministre avec tous les présidents des syndicats. En ce qui concerne le statut spécial des enseignants, on a demandé à ceux des enseignants qui étaient là, soit on applique l'ancien statut de 96, Dieu après les états généraux de 96, soit on rédige les nouveaux statuts. Ceux qui étaient là, ils ont voté pour la rédaction. Pour le traitement rapide des dossiers, ce qui a été fait là, la mise sur pied de Minfopa a sorti une note créant un guichet spécial enseignant. Et il y a aussi la création de aigles qui a phagocyté l'antilope et le CIGIPES. Ça, c'est une réponse technologique avancée. Ça a résolu plus de 95% sur ce problème-là. Et le troisième problème, parce que quand quelque chose a été fait, sur le traitement rapide des dossiers, le forum de l'enseignant, c'est aujourd'hui qu'on peut se dire, ils ont accepté qu'on crée une commission chargée de rédiger. Ça veut dire que quand quelque chose a été fait, il faut dire que ça a été fait. Oui. Quand quelque chose n'a pas été fait, il faut également le dire. Il faut le dire. Ça permet à ce qu'on puisse avancer, on puisse dire. Oui. Parce que si on dit que rien n'a été fait, parce qu'on quitte de quelque chose, les enseignants personne n'a dit que rien n'a été fait. Hein? Non, les enseignants disent souvent que... Le débat que vous avez initié, moi je vous ai passé la parole, je dirais à la fin que je vous ai posé la question. Lorsqu'un monsieur se présente, c'est une tentative de coup d'État. Oui. Et la justice camerounaise devait se saisir de ce problème et le gouvernement devait nous donner une communication très rapide. Et ça donne encore lieu au renforcement de la sécurité de chaque... Je ne sais pas seulement la CIACIV, comme le professeur l'a si bien dit, que nous sommes passés par la CIACIV, on a vu que c'est difficile là-bas. On pourra attaquer les chaînes locales où on se dit quand même que peut-être que si la chaîne locale n'a pas aussi la sécurité que la CIACIV a, ça peut permettre de passer ce type d'information. Et lorsqu'une chaîne locale donne l'information, ça donne lieu à une interprétation. Ça veut dire que je peux m'appuyer sur Info TV pour dire ce que je voulais dire. Donc comme Info TV a déjà dit cela, je peux prendre ça pour relayer l'information. Parce qu'à chaque fois qu'on va vouloir me prendre, je dis que non, je prends ce que l'autre a dit. Info TV devient donc la source. Et devient la source. C'est un peu ça. Ok. Très rapidement, hein, ils sont tellement nombreux à réagir. Bonsoir le plateau, heureux de vous suivre ce soir, vraiment. Je déplore le comportement de Sa Majesté qui dit quand les conditions seront réunies, le gouvernement sera mis en place. C'est ce genre de comportement, toujours à faire allégeance à l'inertie du système dans l'espoir de se faire désirer comme une femme qui cherche le mariage qu'il faut refuser. Et malheureusement, c'est désolant pour ce genre de... Merci, bonsoir. Autre réaction reçue, nous allons prendre... Bonsoir au panel, s'il vous plaît, pourquoi chaque fois que Choujem est dans le plateau, il y a toujours bruit? Non seulement il est violent, il se comporte comme dans une salle de classe, qu'il nous respecte un peu. Lorsqu'il aura créé le parti des enseignants, il sera député à l'Assemblée nationale et il défendra ses collègues qui alignent les faux enfants
pour se faire beaucoup d'argent, Franck de Bokito. Autre réaction, celui-ci, il est hors du pays. Nous allons le prendre, c'est le 240. Bonsoir, monsieur le modérateur. S'il vous plaît, dites au papa du RDPC, en blanc, de respecter les Camerounais. Le gouvernement qu'on attend ne vient pas pour gouverner les gens du RDPC, mais tous les Camerounais. Il dit président national de APE, bon, là c'est tout autre chose, nous n'admettons pas l'APE ce soir, et puis nous allons prendre encore celui-ci. Bonsoir, le sac de modérateur. Non, c'est pas moi le sac de modérateur. Vous allez vous le retrouver tous les jours de lundi à vendredi entre 10h et 12h. Alors, bonsoir et à ton panel inédit. S'agissant du thème, je pense qu'il n'y aura pas de nouveau gouvernement pour la simple raison que c'est le gouvernement en place qui a voté le budget de l'année 2026 en fonction de son besoin. Alors, il sera inconcevable qu'un autre gouvernement vienne assumer et après pour faire porter le chapeau au gouvernement en place. Non. Lorsque un budget est voté, on applique. On applique. Continuité de service. Vous pouvez être ministre aujourd'hui, demain, public on continue. On peut prendre une autre personne, ou une autre personne peut vous remplacer. Alors au hasard, je prends cet autre. Bonsoir, monsieur Charles Poulinerumba et votre panel. À entendre le représentant du RDPC qui passe sur vos plateaux, on a l'impression qu'ils vivent dans un Cameroun qui est sur une autre planète. Le monsieur estime que le cas présent n'est pas grave. Et pour ce qui est de la CRTV, cette chaîne est chargée d'informer qui, jusqu'à présent, il n'y a aucune communication à ce sujet. Marius, depuis Toulouse. Marius, est-ce que c'est encore au niveau du directeur général de la CRTV? Peut-être il faut aller voir un peu plus ailleurs. Il y a tellement de réactions. Nous allons sortir avec vous, monsieur Abundo. Cette situation, lorsque vous faites donc une lecture, la première grille, vous l'avez fait, oui. Vous allez donc achever avec la dernière. Qui tire les ficelles et pour quel but? C'est évident, c'est évident. J'ai aimé le raisonnement d'Alphonse Tebandoumou qui me rappelle Descartes qui est venu apporter la révolution dans son cogito après ce qui était arrivé à Galilée. C'est-à-dire, il a évoqué l'affaire Martinez. L'affaire Martinez nous amène à comprendre qu'au sommet de l'État, il y aurait brouille. Il y aurait brouille. Et c'est la raison pour laquelle moi je vais profiter. Sa Majesté a refusé de répondre l'orientation et la diplomatie des hautes instructions. Mais écoutez, les hautes instructions, c'est un langage essentiellement administratif. Ça ne saurait disparaître. Ça existe de facto. Donc, dans la rédaction administrative, les hautes instructions existeront. Mais maintenant, les hautes instructions sont devenues vulgaires du fait de leur usage et de ce que ceux à qui les hautes instructions étaient destinées maîtriseraient certainement soit la source ou alors le fondement ou alors le non-fondement de ces hautes instructions. C'est la raison pour laquelle nous autres, peuple, sommes amenés à comprendre que les hautes instructions pourraient éventuellement être querellées. À qui profiterait donc ce gouvernement fantôme, mais certainement à ceux qui voudraient qu'il y ait un imbroglio au sommet et qui voudraient nous amener à comprendre que l'État ne fonctionne pas. Mais nous disons que, aussi vrai que le Cameroun est un État démocratique qui vient de renouveler son septennat à son président, je vous ai dit, la situation qui arrive est un cinéma, est une mise en scène qui traduit la lassitude de la population, qui pourrait traduire aussi une petite mise en scène qui voudrait amener à comprendre que le sommet devrait se précipiter. Il devrait se précipiter, 1, à honorer sa parole, 2, à respecter le peuple, 3,
à honorer son agenda. Et de ce point de vue, vous comprenez, lorsque vous posez la question à qui profite, ça devrait d'abord profiter à nous tous de ce que le problème est réel. C'est-à-dire que le président Paul Biya a dit le 6 novembre, les prochains jours, on a dit, président, nous vous écoutons, nous attendons et nous sommes très heureux de l'attendre. Mais maintenant, si les prochains jours se transforment en mois, nous sommes aussi en train de dire, mais président, tu ne nous as pas habitués à cela. Vous voyez. Donc, ce petit cinéma pourrait profiter à redorer le blason de la vie de tous les Camerounais, mais qui n'arrivent pas à s'exprimer. Comme le disait Césaire, je suis la bouche de ceux qui n'ont pas écouté. Mais il y a un autre volet. Ce volet-là est pratiquement, relève de ce qu'on appelle le constructivisme social. Pourquoi pourrait-on construire un tel événement au point de faire de cet événement un événement grandiose? C'est ça la question. C'est devenu un événement grand alors qu'il aurait pu être un petit événement. La question est, le début de réponse est simple. Le Cameroun devrait comprendre que nous sommes à l'ère non seulement de la mondialisation, mais du numérique. D'ailleurs, le gouvernement actuel, que ce soit au ministère de l'enseignement supérieur, au ministère de des enseignements secondaires à l'éducation de base, nous tablons sur la digitalisation. C'est ça, exactement. Nous tablons sur le numérique. Ça voudrait dire quoi? On dit souvent, il y a un adage qui dit que le vieil homme a la peau dure. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'à un moment donné de l'histoire consciente et du fait du développement progressif du Cameroun et de la dynamique qui participe à notre accessibilité à la modernité, il faudrait que le Cameroun s'arrime aux autoroutes de l'information. Comment? En prenant exemple sur quelques pays qui peuvent nous servir d'exemple, mais pas de modèle, mais simplement d'exemple dans le relais de la communication. Lorsque vous voyez, par exemple, on annonce le gouvernement au Sénégal, c'est un monsieur qui vient y lit. En France, c'est le porte-parole qui vient y lit. C'est juste pour éviter l'entrée au numérique et à la digitalisation parce que ça porte à des confusions et ça participe. Et vous comprenez que l'idéal serait que, tel que le gouvernement, le pouvoir existe, qu'il refixe son pouvoir, qu'il le prenne par les mains et qu'il s'en serve. Au lieu que les individus se servent, mais que le pouvoir, mais en 10 secondes, en s'appropriant les leviers du pouvoir qui participe non seulement de l'usage de la communication, mais aussi de l'usage des mécanismes participants au développement social pour le bonheur des hommes. Parce que toute action qui ne participe pas au bonheur des hommes est nulle. C'est vain. Merci. Merci à vous. On peut encore passer à 2 heures de temps là, mais je sais que le débat va se poursuivre. Il a bien terminé. Merci. Nous n'avons plus assez de temps. Merci. Je rappelle que nous allons passer au second sujet, mais avant de passer au second sujet, je vais vous rappeler que ce soir, à partir de 21h, retrouvez Stéphane Barga dans le cadre de l'émission de tous les vendredis. À vous la parole. À vous la parole. Stéphane Barga va donc recevoir notre autre éminence. Un universitaire. Universitaire. Le politologue. Le politologue, comme vous le dites. Alors, Onangini sera donc face à Stéphane Barga. C'est dans le cadre de À vous la parole. À ne pas manquer, d'abord, le thème. On parle de l'Africa Foot. Qui sera au menu. Je vais vous peut-être d'ici la fin une thématique à l'échange. Nous allons retrouver cela. Ça va danser là. Bon, bref, c'est en gestation, on verra bien. Mesdames, messieurs, nous allons prendre cette transition et on se retrouve tout juste après.
Retour sur ce plateau pour donc prendre le dernier sujet à l'ordre du jour. Nous allons dire quelque chose, même si prochainement nous y reviendrons. C'est un sujet qui reste d'actualité. Alors le prétexte, nous parlons donc là de la question foncière au Cameroun. Que peut le Parlement? Alors que peut réellement le Parlement? Le prétexte, c'est tout simplement lors de l'ouverture de la session de juin, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, les deux présidents sont donc revenus sur cette situation, fustigeant, n'est-ce pas, la gestion de la question foncière, la chose foncière dans notre pays. Et je rappelle que lors de la rentrée du côté des hommes en noir, de ce côté-là également, le vice-président là-bas avait également fustigé cette façon, n'est-ce pas, de faire. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a un problème est résolu, le lendemain, le problème surgit encore. Et peut-être on a estimé trouver la solution avec les chefs traditionnels. Comme il est de coutume, quand il est là, j'aime d'abord lui passer la parole. Alphonse Atebendoumou, vous êtes chef traditionnel. La question foncière est-ce que ça cause problème au Cameroun? Ben, tout le monde le dit. Ça pose problème. On va dire que la prochaine explosion du Cameroun partira de la question foncière. Sauf qu'évidemment, c'est des questions qui m'inconfortent parce que on a tendance à les habiller plutôt qu'à les affronter. C'est-à-dire que multiplier l'encadrement juridique autour de ces questions ne solde pas la question posée parce que la justice ne peut pas dépasser la justesse. C'est pour cela que vous avez la moitié des procès qui sont aujourd'hui dans les tribunaux sont à base de questions foncières. Ce n'est pas le droit qui va régler cette affaire. C'est des consensus républicains entre ceux qui sont propriétaires de la terre et ceux qui sont propriétés de la terre. C'est deux approches de la terre. On est propriétaire de la terre ou on est propriété de la terre. Moi, je sais que je finirai en terre. D'autres sont propriétaires de la terre. Vous comprenez? Même cette différence d'approche est déjà au principe d'un malentendu insoluble. Il faudrait donc que les Camerounais s'accordent parce que vous avez aujourd'hui toutes sortes de personnes qui se saisissent de la terre de manière compulsive. Vous avez les grandes multinationales, vous avez des nationaux nantis, vous avez à l'intérieur des villages les élites. Les élites locales qui prennent le terrain sur 15 km à elles seules parce qu'il est le plus éclairé du village. Sans prendre en compte que les personnes qu'on spolie ici ont des enfants, des petits-enfants, etc., etc. Après, il y a quelqu'un qui m'a rapporté, qui m'a opposé récemment que c'est des accords consentis entre des adultes. Il dit que oui, c'est probable. Mais sauf qu'il y a aussi l'abus de faiblesse. Il y a aussi l'abus de faiblesse entre un adulte et un autre adulte, dont l'un est entier et l'autre n'en a pas. Je vous rappelle que la ville de Londres a été entièrement construite par le phénomène des bails amphithéotiques, par les Irlandais, les Écossais, etc. Pas les arrangements. C'est pour ça que le roi d'Angleterre est le plus grand propriétaire terrien de cet endroit-là. Ok? Pourquoi est-ce que les Camerounais n'arrivent pas à s'accorder sur la gestion de la terre? Tant que nous croirons régler cette affaire en multipliant des dispositions juridiques, sans solder le principe même du statut de la terre, du point de vue de nos cultures, du point de vue anthropologique, eh bien, on n'en sortira pas. Okay. De sorte que, moi, je vois qu'aujourd'hui, on refait le chef traditionnel une patate chaude. Moi, c'est chef traditionnel. Quand je saisis le sous-préfet d'une situation, ma voix n'est pas prépondérante. Je suis justifiable à égale mesure avec tous les autres. Pourquoi vous voulez qu'au niveau de la terre, que ma signature prédomine? Je pense que cette affaire-là ne règle pas le problème. Quand j'envoie une situation à la gendarmerie de mon village, ma voix n'est pas prépondérante. Il y a des moments où j'envoie quelqu'un, je cite officiellement un troubleur de l'ordre public, et puis le commandant des brigades me demande d'argumenter comme si je passais un procès. De sorte que je ne vois pas, sur des histoires aussi banales, si le chef ne peut pas avoir une voix prépondérante, c'est pas pourquoi il va l'avoir sur une question aussi fondamentale que la question foncière. Je conclus en disant, la question foncière ne va pas se régler
par la multiplication du cadrage juridique avec laquelle on veut la revêtir. Il faudrait au préalable régler la question de la terre, le statut de la terre dans nos collectivités, entre ceux qui sont propriétaires de la terre et ceux qui sont propriétés de la terre. Je crois que tant qu'on n'est pas sorti de cette affaire-là, on va acheter, on va faire des titres fonciers, on va les annuler, on va recommencer le lendemain et cette affaire-là risque de nous conduire véritablement à une explosion. Monsieur Abondo, vous êtes également propriétaire terrien? Ok, c'était juste pour la transition. La question foncière, on dit, ça risque de créer des véritables problèmes, un véritable souci dans les jours à venir. Oui. Certains parlent, n'est-ce pas, d'une bombe à retardement. Êtes-vous de cet avis? Qu'est-ce qui fait problème? Ben, écoutez, en une minute, rapidement, parce que... En une minute, je vous présente un constat sociologique et paradigmatique qui existe. Parce que ce n'est pas nouveau. Les affaires de terrain, la question foncière n'est pas nouvelle. Et elle ne s'habille pas d'artifice. Quand elle s'habille d'artifice, elle vous renvoie directement dans ce que vous allez appeler le repli identitaire. Et les journalistes sont très forts pour analyser les replis identitaires. Dieu seul sait ce que le repli identitaire apporte au Cameroun comme approche chrysogène et conflictogène. Mais je voudrais dire que la question foncière nous amène à comprendre que chacun a ses origines. Et si chacun a ses origines sont liées à la terre. Et de ce point de vue, lorsque vous voyez un représentant de l'autorité traditionnelle qui est le pendant de toute une contrée, il mérite respect et considération de ce qu'il répond sur le plan socio-anthropologique de la relation qui existe entre l'individu et la terre. Et ça pose une autre approche, la reconnaissance de l'individu et de son milieu vital. Mais vous voyez que lorsque Karl Marx disait que l'histoire de toute société a toujours posé le problème de la lutte des classes entre ceux qui ont et ceux qui n'en ont pas, entre riches et pauvres, entre nantis et moins nantis. C'est indubitablement une problématique qui nous oriente vers la question foncière. Lorsque quelqu'un s'amène vers vous, il sait bien que vous êtes un être de besoin. Besoin de vous vêtir, besoin de se nourrir, besoin de se déplacer, besoin de... Mais lui, il a les moyens de survie et de subsistance en termes de capitaux, de production et d'investissement qu'il vous brandit. Alors, il vous brandit de l'argent et autres, et certainement en vous faisant un petit chantage, automatiquement, puisque vous êtes un être de besoin et vous êtes dans le besoin, vous voilà en train de brader contre votre gré. Mais maintenant, ce problème peut-il trouver solution? Il peut trouver une solution, certainement, si on l'affronte de façon, je vais me répéter, de façon frontale. Il faut être non seulement vigilant, audacieux, incisif et efficace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons besoin d'une politique pragmatique et efficace. Parce que le pragmatisme voudrait dire que l'action n'est bonne que si elle est rentable et efficace. Merci, M. Abondo. Nous y reviendrons. Je vous en prie. Je vous le promets. Vous ne pouvez rien laisser aux gens. Vous voyez, même sur ce plateau, on me demande de vous laisser. J'ai été exposé récemment à une situation de cette nature-là, où un gros opérateur est venu dans une localité sur laquelle j'ai des habitudes. Alors, le maire de Séan m'a sollicité. Il a brandi de l'argent comme d'habitude. Je lui ai dit, écoute, fais plus simple. Dis-lui que la mairie place ses terres en action dans le projet. Vous ne vendez pas. Le gars est parti. Le projet s'est arrêté. Il s'en pose un problème. Un autre problème, l'éducation des enfants. Parce qu'un enfant éduqué, c'est qu'on ne brade pas la terre. On la place plutôt comme une action. C'est un domaine d'investissement. Oui, le gars a refusé. Christian, il est parti. Christian, désolé. Très rapidement, vous allez respecter quand même le timing. 45 secondes, vous voulez une minute. Alors, il y a quand même le Parlement qui s'y invite. Dénonce tout simplement. Est-ce que la solution ne peut pas venir de là?
Oui, une solution, vous savez, quand vous lisez l'ordonnance... Au Pays-Bas, ça... Non, bon, au Pays-Bas, il y a un problème de terrain. Bon, pas pour l'instant, ça n'a pas pour l'instant. Moi, je suis juriste oral, mais j'ai regardé une phrase qui a attiré mon attention, où quelqu'un s'est levé sur les réseaux sociaux, il a dit... Nous, on avait acheté, nos grands-parents avaient acheté. Je me suis posé la question que l'argent est venu même depuis quand. Donc, je vois que ce que Sa Majesté a dit, c'est quelque chose de très important. Le Parlement a son rôle à jouer, puisqu'il faut améliorer nos tests, parce que c'est des tests de 74. Et comment on peut mais on doit tenir compte, parce que les lois tirent... En dénonçant, en fustigeant tout simplement. Non, les lois tirent de source dans les œufs et coutumes. Donc on doit tenir compte du fait que, non, je dis que la terre tue. La terre tue. Ça veut dire que tous les problèmes de terrain ne peuvent pas se résoudre seulement au tribunal. Ça veut dire que tu peux me gagner au tribunal et tu gagnes, mais on t'enterre demain. Donc il y a la négociation. Il faut négocier. Quelqu'un... Ce n'est pas parce que vous avez l'argent que vous devez acheter tout un village. C'est que le monsieur le plus riche du monde a déjà la capacité, même si le mec qui a 150 000 peut acheter tout le Cameroun. Donc on ne peut pas vendre le Cameroun parce que vous avez l'argent. Il faut que les Camerounais mettent en tête que si vous avez l'argent, arrêtez d'acheter les terrains partout. Vous ne pouvez pas parce que vous avez l'argent. Vous l'avez dit, merci. Vous avez l'argent, vous voulez tout acheter, vous ne pouvez pas acheter tout le Cameroun. Oui, professeur Bilois, la question foncière reste une question assez épineuse au Cameroun. Et là, au Parlement, on dit que ça ne va pas, il faut trouver des solutions. Lorsque le Parlement le dit, qui doit trouver les solutions? Mais le Parlement lui-même, c'est un début de solution. Parce que c'est là-bas qu'on vote les lois. Parce que la dernière loi sur la propriété foncière au Cameroun date de 1914. Et il y a une ordonnance de 1985. De 1985 à 2026, ça fait 41 ans. Les lois sont dynamiques, comme la société qui les produit. La société changeant tout le temps, les lois doivent également changer tout le temps. Donc il faut actualiser ces textes-là. Ce sont des textes qui sont obsolètes. Très bien dit. Ok. Très bien dit. C'est que lorsque vous avez dit qu'elle a très bien dit, je vous donne pas plus la parole. Ce sont des textes qui sont obsolètes. Je vous passe plus la parole. Merci. Merci de nous avoir économisé. Merci. Il faut les réactualiser, il faut les réinventer, il faut les adapter à la nouvelle donne. Vous l'avez dit, merci. Ça va rester. Je vais dire trois choses. La première chose, c'est que, Kaljob l'a dit, l'ordonnance de 1974 qui régit le régime foncier au Cameroun a donné deux grandes innovations. L'existence du titre foncier. Le titre foncier qui est la certification de la propriété immobilière. Le titre foncier est intangible, définitif et inattaquable. C'est-à-dire que vous, lorsque vous avez une terre, lorsque vous êtes propriétaire d'une terre, on vous donne un papier où vous avez, n'est-ce pas, la protection juridique et la protection légale sur ce papier. La deuxième chose, c'est que l'ordonnance de 1974 a réparti, n'est-ce pas, les différents domaines, les différentes terres, les terres qui appartiennent à l'État, à la propriété privée de l'État, les catégories, oui, le domaine public qui appartient à l'État et la propriété privée qui appartient, n'est-ce pas, au particulier. La troisième chose que je veux dire, c'est que le ministre Eba ici a fait une très grande, il a fait de très grandes innovations jusqu'aux dernières innovations qui sont arrivées le 27 février 2026. Il a mis sur pied dans sa circulaire, dans une lettre circulaire, il a mis sur pied ce qu'on appelle l'attestation de reconnaissance des droits fonciers coutumiers et l'attestation de jouissance paisible, n'est-ce pas, des terres. Ces deux grandes innovations qui viennent donner aux chefs de 3e degré et beaucoup plus, n'est-ce pas, une très grande protection des populations, protection des citoyens, et une possibilité au petit peuple, n'est-ce pas, d'avoir la terre pour cultiver, pour s'établir et faire attention, n'est-ce pas, à ceux qui viennent avec beaucoup d'argent pour acheter les terres. Okay. Donc c'est ce que je dis aux chefs traditionnels. Merci à vous tous. Vous étiez 6 et nous avons quand même géré ce temps-là. Je veux dire merci particulièrement
au professeur Edmond Bilois qui m'a offert, n'est-ce pas, ce stylo, et que désormais... C'est avec ça que vous Il voulez m'en a faire également promis. un gouvernement. Peut-être c'est moi qui vais le faire. Le professeur m'en a également promis. Merci. Mesdames, messieurs, retrouvez dans quelques instants la très ravissante et séduisante Midri pour le journal en langue de Shakespeare. Retrouvez à 20h, n'est-ce pas, le journal en français. Le week-end, nos émissions de débat et surtout ne manquez pas le dimanche à partir de 11h30. C'est la grande messe de la télévision en ce qui concerne les émissions de débat. Je vous retrouve, libre expression, vous le savez bien. Je vous retrouve très bientôt et retrouvez dès lundi Jacques Zé dans le cadre de cette émission. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien. Au revoir.